Oui, bonsoir Dominique. J'essaie de... Ok, c'est bon. Je pensais. C'est bon. L'image bien, le son est bon. Oui, oui, nous vous entendons bien. Est-ce que vous nous entendez Ou, aussi? Est-ce que vous nous entendez? oui, oui, Ok. Je vais commencer par vous introduire oui, absolument. à J'espère qu'il n'y a pas... oui. Ok, allons-y. Nous avons beaucoup de personnes dans la salle, mais à cause de l'ordinateur, donc c'est seulement moi que vous voyez. Donc je vais prendre des questions et puis je vais vous les transmettre. Hi everybody, bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Dominique Adimezeli, on m'a demandé de participer à la discussion avec Abibata. Donc j'aimerais tout d'abord la présenter, donc je vais faire votre biographie. So first of all, welcome everyone. We're happy that you're joining us here. We're going to start with introducing Adibata. So this is Adibata Ouarne. She's an emerging Canadian filmmaker of Ivorian Burkinabe origin. She recently received a research grant from the Canadian Council for the Arts for the next project, 1001 Crowns for My Head, a historical and cultural exploration of African and Afro-descendant hairstyles. The film has also just received production financing from Telefilm Canada. Abibata sits on the board of directors of RAFIC, a non-profit organization dedicated to helping immigrant and racialized women in Quebec. Her first feature-length documentary, Koromuso, Big Sister, was co-directed with Jean Donovan. She takes an inside look at the issue of female genital mutilation. Donc, nous allons faire la présentation en français également. Donc, Abibata Ouarne est une cinéaste canadienne émergente d'origine ivoire-burkinabé. Elle a récemment reçu une bourse de recherche du Conseil des arts du Canada pour son projet Mille et une couronnes pour ma tête. C'est une exploration historique et culturelle des coiffures africaines et afro-descendantes. Le film vient également de recevoir un financement en production de Téléfilm Canada. Abibata siège au conseil d'administration du RAFIC, un organisme à but non lucratif qui se consacre à aider les femmes immigrantes et racialisées du Québec. Son premier long métrage documentaire Koromoso, Grande Sœur, co-réalisé avec Jean Donovan, observe de l'intérieur la question des mutilations génitales féminines. So for our discussion this afternoon, we're thinking that we'll be taking questions from the audience and then ask any question that you have for Adibata, and then she'll just be responding to us. Donc nous avons pensé prendre vos questions et demander à Adibata si vous avez des questions pour elle. Et nous avons aussi apprêté quelques-unes, mais nous préférons surtout prendre des questions de l'audience. Nous vous écoutons. Oui. J'ai bien alors, comment ça se passe? Peut-être que vous allez parler, je vais répéter. Parce que, bon, déjà, je voudrais. C'était très émouvant. Je voudrais demander, déjà la féliciter pour cette réalisation et lui demander comment elle a réussi à faire la jonction entre son passé de survivante de ce crime, ce que j'appelle un crime, et combiner cela avec son présent de réalisatrice. Parce que souvent, le traumatisme est souvent fort que parfois on est plus en larmes et on n'est pas capable de faire quelque chose. Bon. On va réussir à faire le ménage avec la combinaison entre son passé de victime survivante et son présent de réalisatrice. Et les deux, elle a parlé des hommes. Moi, je me suis senti interpellé. Elle a parlé du silence coupable des hommes. Comment pense-t-elle qu'on devrait s'y prendre pour que les hommes puissent se mobiliser pour ce combat? Parce que c'est un combat qui, à mon avis, est le combat de tout le monde. Ce n'est pas seulement le combat des femmes, mais le combat de tout le monde, des hommes comme des femmes. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que vous avez suivi Adibata? Ou est-ce que je dois répéter? Ok, c'est bon. Si je comprends bien, il y a deux questions. Oui, oh, vous n'avez pas suivi la question. Okay. Allô?
Bon. Allô, Abibata, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, vous êtes de retour. Donc, nous avons... Oui, il y a un petit problème, ça a gelé de votre côté aussi. D'accord, on va essayer de régler ça. Est-ce que oui. Ok, je vais répéter la question. Donc, nous avons reçu une question en résumé qui demandait comment est-ce que vous avez pu passer de votre situation de victime à activiste pour pouvoir revendiquer vos droits, et aussi comment est-ce que vous interpellez les hommes, parce que c'est un homme qui a posé la question et qui disait qu'il estime que les hommes restent parfois dans un silence coupable. Comment les interpeller? Donc, il y avait deux questions. Alors, oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Nous vous entendons bien, oui. Ok. Ici, il a plu toute la journée et j'ai l'impression que ça... voilà. Je ne sais pas si ça affecte, mais bon, toute la journée, j'ai eu des problèmes avec Internet. Alors, pour la première question, je dirais que oui, mon passé a en même temps été un atout pour le film, mais des fois, ça a été aussi un peu désavantageux pour moi. C'est que je m'investissais des fois un peu trop, donc il fallait trouver l'équilibre, voilà, pour continuer à pouvoir faire le film, parce que bon, il y a eu des témoignages, et pendant les témoignages, il y a des bouts c'est ceux qui m'affectaient, et donc en tant que réalisatrice, il fallait que je trouve ce balance-là, et c'est là que mon co-réalisateur aussi arrive, parce que quand j'ai plus ce balance-là, quand je sens que ça ne va pas comme je veux, lui, il prend le relais. Donc moi, ça me permettait de respirer un peu, de me reprendre, et ensuite de revenir. L'avantage, c'est que ça me permettait aussi de mettre des balises. Donc, de ne pas aller au-delà de ce que les protagonistes pouvaient offrir. Donc, de vraiment respecter leur cadre et de m'assurer que, voilà, elles se sentent confortables toujours à continuer à parler. Il y a eu un suivi psychologique qui a été offert à tous les participants, que ce soit les réalisateurs et tout le monde, vraiment pour le bien-être de tout le monde. Donc, mon passé a aidé, je dirais, à créer un espace sécuritaire en même temps, même si on parle de choses taboues et qu'on s'affiche. Il fallait consciemment on soit prêt à le faire et qu'on comprenne à quoi on s'engageait en fait en le faisant. J'espère que ma réponse a été claire. Et sur le deuxième point, c'est comment les hommes pouvaient s'impliquer, c'est ça, c'était ça la question. Mais juste en s'informant comme ça, les hommes qui participent de plus en plus à des activités et qui prennent la parole, je dirais aussi que il y a de plus en plus aussi de mouvements d'hommes qui osent prendre la parole et qui disent haut et fort, on ne veut pas de femmes excisées, on ne veut pas de femmes avec déjà des traumatismes aussi lourds et difficiles. Donc on veut des femmes bien dans leur peau en partant. Donc on ne veut pas de femmes excisées. Si vous le faites pour nous, on n'en veut pas. Donc, déjà, que les hommes s'expriment, qu'on les entende dire à haute voix qu'ils ne le veulent pas, et déjà qu'ils sensibilisent aussi les familles. Donc, à la maison, on peut sensibiliser la famille, on peut en parler à la mère, à la tante, aux nièces, voilà, un peu à tout le monde, de c'est quoi les conséquences, parce que très souvent, les gens n'imaginent pas l'ampleur que ça peut avoir, vraiment les conséquences que ça peut avoir sur une personne. Donc vraiment, je ne dirais pas les éduquer, mais les faire comprendre. C'est une notion d'éducation, mais les faire comprendre que c'est dangereux pour la petite fille, et aussi énumérer les conséquences que ça a sur la personne. Donc, je pense que c'est comme ça. Donc, vraiment de sensibiliser autour de nous. C'est un peu comme ce que les femmes font. Hein. C'est vraiment de supporter aussi nos femmes qui sont qui mènent ce combat-là. C'est pas facile. Elles sont très souvent heurtées à des portes fermées, à des gens qui disent qu'elles vont contre la culture, qu'elles salissent la culture. On s'entend bien qu'une culture, c'est pas censé faire mal, ni dénigrer une personne, ni la rabaisser à un certain niveau.
Une culture, c'est élever une personne, ça nous représente, on, on le prend pour, voilà, dans la communauté, la culture sert à souder les liens, à élever les enfants qui aient des bons comportements et voilà, à l'entraide. Donc, c'est pas censé faire mal, on va dire. C'est pas censé réduire une personne à se sentir moins qu'une femme, moins qu'une personne entière. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas demander si vous parlez aussi l'anglais, parce que nous avons quelques personnes anglophones. Ah ben oui, oui, ok. Si vous avez des questions en anglais, allons-y. On peut, voilà, on peut essayer de balancer. Okay. So, for those who speak English, the question was in two sides. First of all, she was asked if the fact that how does she goes beyond being a victim and becoming a co-director about a subject that is so delicate to talk about. And the second part of the question was how do men get involved in this issue of female genital mutilation? And then so her answer was that the fact that she was a victim in a way also helped her be closer to the participant to her documentary, and that she was reassuring us that everybody was offered psychological accompaniment during the film. I won't go, like, that was kind of the gist of it. And she said that about men, they need to also speak loudly and clearly say that because the documentary was saying that these practices are cultural. So then she was saying that if men can loudly and clearly say that if the culture is doing this, presumably, allegedly, to please them, that men need to clearly say that they don't want it in order to help. They need to stand beside women to help within this fight. So that was kind of the gist of it. Any other questions from? Yes, I see a hand. Une autre question? Oui. C'est quand est-ce que le documentaire a été fait et s'il a été produit il y a plusieurs années, est-ce qu'il y a eu des avancées au Canada maintenant? Quand est-ce que le documentaire a été tourné, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'il y a eu des avancées entre-temps au Canada? Alors, nous avons commencé à travailler sur ce documentaire-là, je dirais début 2020 plutôt, vraiment. Normalement, c'est en novembre 2019, mais bon, je préfère dire 2020 parce qu'on a senti les effets de la COVID pendant les tournages, donc on a dû ralentir dans certains moments. Donc, on a tourné sur 2 ans. Et le film est sorti mars 2023. Et pourquoi 2 ans? Parce que voilà, comme on suivait les protagonistes, on allait vraiment en fonction de leur disponibilité et de comment ils se sentaient. Et voilà. Et on ne peut pas vraiment préparer, dire qu'on va tourner telle scène, on va faire ça. C'est vraiment, tout le tournage a été fait vraiment très à l'improviste et en fonction des disponibilités. S'il y a eu des changements depuis, il y a ici à Toronto la docteure Dean qui est dans le documentaire, qui à la première, donc quand on a fait la première ici à Toronto avec le Human Rights Watch Film Festival, le lendemain, elle avait sa première chirurgie à Toronto. Donc, il faut dire qu'elle, la chance qu'elle a, c'est que tout son staff, où elle travaille à l'hôpital, tout son staff la soutient. Donc, elle n'a pas vraiment de fonds pour le faire, elle le fait bénévolement. Donc, avec le soutien de ses collègues, c'est ce qui lui permet au fait de le faire. Donc, elle n'en fait pas beaucoup, vraiment par année, parce qu'elle n'a pas vraiment de soutien, elle n'est pas encore bien structurée et tout ça pour le faire. À Montréal, il y a la docteure Élise Dubuc qui essaie de sensibiliser ses collègues médecins pour le faire. Donc, il faut dire qu'au Canada, ce qui avance, c'est la sensibilisation. Donc, de plus en plus de médecins sont sensibilisés sur le sujet.
Il y a encore du travail à faire. Il y a de plus en plus de médecins qui veulent offrir des soins adaptés aux victimes vivant avec des MGF. Il faut comprendre que, dépendamment du type d'excision que la fille a subi, les soins peuvent varier. Donc c'est pour ça que j'ai dit des services et des soins adaptés à chaque individu vivant avec des MGF. Donc il y a de l'avancée qui est faite, pas très très vite, ça va lentement. C'est pas encore vu comme un problème de santé publique, c'est vu comme un problème d'immigrants et un problème de femmes immigrées. Donc, ça prend des politiques, ça prend des gens dans voilà, le système politique mis en place pour faire avancer la cause. Ça prend des leaders d'opinion qui prennent la parole de plus en plus. Donc, oui, on avance, c'est un petit pas à la fois, un petit pas à la fois. Voilà, Yes. voilà. So the question was that when was the movie completed, and since then, did we have anything else in terms of Health Canada that is being done for these women? So her answer is that basically, in after the movie was premiered in Toronto, there is a gynecologist who is offering some treatment, but there is no funding. There is no public health funding for this treatment yet, because at this point she's saying that it's still being viewed as an immigrant issue. It's still being viewed as like almost like an aesthetical issue, and she's saying that it takes politicians to make changes. So she's saying that at this point in Canada, we're still at the point of awareness, making people aware of that there's an issue that needs to be tackled. Basically, I don't want to be too long. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois. Oui, madame. Oui. J'adore la façon dont vous avez partagé cette histoire avec, comme, dans la forme des conversations et des discussions entre les femmes. Je voudrais savoir si cette décision était vraiment intentionnelle, si c'était intentionnel ou ils sentaient comme il n'y avait aucune autre façon dont vous pouvez partager ces histoires. Je n'ai pas compris la question. Is the way that you decided to share the stories of these women in the form of conversation, was that intentional, or did it feel as though there was no other way to share these stories? Est-ce que c'était intentionnel de faire le documentaire en forme de conversation avec les protagonistes, ou est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de présenter votre documentaire? Oh, okay. Because I wanted something very, open. I wanted to, create a safe place where women can talk, where they can say how they're feeling and what change they want to see happen. So we didn't really start with, the movie by already knowing what kind of, movie we were making. We just, decided to start and just open the conversation and see what could happen. It's hard to, already start and say, okay, I want to do this movie in this format. You have to, we started, when we started making this movie with the NFP, we were supposed to do 30 minutes documentary. It was very short. And then after the 30 minutes, we decided that, we have too much, stock image and stuff. We can do more than just 30 minutes. And so, those women in the documentary,
I told them to really speak openly. I didn't want, the camera to be the third eye, like third eye. I wanted the camera to be part of the conversation. So that's why you see women talking. I wanted also to make a documentary that I never seen before, because usually what happens is that you have the camera, and the camera is taking the conversation or taking or filming everything that's happening. In my case, I really wanted something very true and open and raw, if I can say that. So yeah, it's as you saw in this documentary, every section of this documentary just happened just now. I just called them and said, okay, I'm coming. Are you ready to do something? You want to do something? And they would say like, yes, you can come. We can have a chat. And then, so it was a process of healing too for me and for those women. And as you can see happening in the documentary. So I think she's saying that really you wanted people to talk from within. You wanted to empower these women to use their own voices instead of having a director, an insight coming in and showing us something. Because sometimes it's as if you can even victimize a person a second time if it's someone else who's telling their story instead of they themselves telling the story, I think. Yeah. Thank you. That's perfect. Donc, je pense, on peut dire on a deux autres questions. Je pense que vous m'avez levé avant. Félicitations pour ce beau documentaire. Et je me demande s'il y aurait des façons pour travailler avec les universités qui forment les médecins, les infirmières, les psychologues, pour qu'ils voient ce documentaire, pour ouvrir les discussions, et aussi les réseaux de santé francophones qui sont à travers du Canada. Is it possible to work with university and healthcare professionals really to make them part of this so that they can see this kind of documentary and be engaged? Yeah, we're already doing that with NFB. So we have what's it called on our NFB education. Il y a un groupe. So the job is to. La question était en français, je traduisais juste pour les anglophones. Ah, okay. So so à l'ONF, il y a ONF Education. C'est dans une section dédiée aux films éducatifs, aux films qu'on peut prendre pour faire passer dans la communauté. Depuis que le film est sorti, il y a eu beaucoup de visionnements communautaires. Depuis février, j'ai pas eu de temps depuis février-mars. Il y a des visionnements auxquels je ne participe pas parce que c'est trop. Aujourd'hui, il y en a, je pense, 4 ou 5. Il y a beaucoup, hier aussi, il y en avait donc, et j'ai participé à des rencontres avec des jeunes infirmiers, des finissants, des écoles de médecine. Donc il y a déjà un travail de terrain qui est fait avec ce film-là, et le travail va continuer parce on veut que ça aille dans presque toutes les communautés, qu'il y ait des discussions là-dessus. Même hors du Canada, on a des gens hors du Canada qui prennent le film pour des activités avec des infirmiers, des médecins, des groupes de femmes. Donc, il y a un travail qui est fait et si vous avez, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, on est très ouvert, on est très ouvert à organiser des activités. Et moi, pour la disponibilité que j'aurai, j'essaierai d'être disponible, de faire de mon mieux. Merci beaucoup. Nous allons prendre la dernière question. C'est la même de là. Alors, le documentaire est très intéressant dans la mesure où on découvre les choses, parce que l'excuse qui s'est toujours cachée derrière l'excision, c'est la religion, l'islam, autres. Mais on vient de découvrir que même dans le livre sacré, ça n'existe pas. Mais c'est quoi l'excuse donc?
comment on peut expliquer ce fait-là? Nous savons que ça existe depuis des années en Afrique et ailleurs, mais surtout en Afrique. Mais comment on peut expliquer à quelqu'un de manière raisonnable le pourquoi de l'excision? Et depuis que les vérités sont dites par rapport à ça, vous qui êtes attaché avec ce fait, étant au Canada, notamment avec l'impact que votre film a pu avoir en Afrique de haute, est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations au moins dans la conception de ce fait-là, depuis là? J'ai manqué de bout de question. J'ai manqué de bout. La question était posée en français, je vais traduire et vous allez répondre en français. So he was asking that there were lots of new truth that we discovered in the documentary. For example, that he's saying for the longest time, people hide behind religion to justify these practices. But that the documentary is explaining that it's not a religious thing, it's more of a cultural thing. So he's asking what is being done. Really, he's asking why can we explain why these practices are still going on? Un des facteurs, c'est que je me base sur les... C'est ça. Je me basais sur les études de l'UNICEF. Un des points qui ressort selon les études qu'ils font, c'est qu'il y a le manque d'éducation. Donc très souvent, ce qui ressort, c'est que des femmes m'ont dit, moi j'ai subi quand j'étais petite, on m'a dit que voilà, je dois l'avoir, il ne faut pas que je pose trop de questions, et puis je veux pouvoir me marier. Donc, étant donné que la femme est toujours dans nos sociétés celle qui doit être pieuse, celle qui doit maintenir la stabilité, l'honneur de la communauté, ça fait que pour maintenir ce statut-là et bien paraître et être une bonne femme, certaines femmes vont être prêtes à faire ce qu'il faut. Donc, pour pouvoir appartenir à une communauté, pour pouvoir être mariée. Donc déjà ça, malheureusement, ça pose problème. Et le manque d'éducation qui fait que voilà, beaucoup de femmes ne vont pas vraiment travailler. Donc, elle est beaucoup dépendante du revenu de l'homme. Donc, elle est femme au foyer, à temps plein, on va dire. Donc, pour même être juste une femme au foyer, c'est beaucoup de tâches, là. Je ne minimise pas la tâche de la femme au foyer, mais pour parfaire à cette tâche-là, il faut être étudié dans certaines communautés. Donc, ça, c'est voilà, un des aspects. Et l'autre aspect, c'est que même quand ce n'est pas connu que la religion nous demande, il y a encore dans des régions où les gens utilisent la religion comme excuse. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas accès à l'information comme il faut, c'est pour ça que je parle des fois du manque d'éducation, du manque d'information aussi, ben, elle va le faire, elle va accepter de subir, parce que c'est au nom de la religion et on craint la religion. Il ne faut pas trop poser de questions, il faut croire. Sinon, quand on commence à poser des questions, on a des doutes par rapport à notre croyance, donc voilà, ça pose problème. Et le troisième point, c'est l'influence culturelle. Donc, on a remarqué que, par exemple, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on va dire, il y a des chrétiens qui pratiquent l'excision. Ce n'est pas des musulmans. Avant, c'était des musulmans. On disait que c'était des musulmans. Il y a des chrétiens qui vont pratiquer l'excision. Pourquoi? Parce qu'ils ont cohabité avec certaines personnes venant de différentes cultures. Et donc, il y a eu un métissage, un mélange culturel qui s'est fait, donc, qui a créé cette influence-là. Ça n'avait pas forcément de leur culture, mais ils l'ont fait parce que sûrement qu'ils ont entendu dire, ben, écoute, ça va rendre ta fille fidèle, elle ne sera pas prostituée, elle ne va pas voir ailleurs, tu auras une femme qui va être satisfaite au lit, elle ne sera pas trop demandante. Donc, ça permet de contrôler, voilà, un peu les acteurs, les envies de la femme. Donc,
Malheureusement, on est encore dans une société où la femme doit tout faire pour plaire à l'homme et pour satisfaire les besoins voilà, physiques et voilà, psychiques de l'homme. Ça passe par ça et les femmes sont prêtes à le faire pour se marier, trouver un foyer. Donc on joue encore là-dessus, il y a un peu, voilà, il y a pas de l'influence, de la manipulation qui est très forte, qui est très présente encore, qui, très, voilà, qui pèse lourd. Merci beaucoup à Bibata Warmé. Je pense que nous arrivons au terme du temps qui nous était alloué. C'était... Merci beaucoup. Là, vous voyez un peu notre audience. Je vais essayer sans causer trop de problèmes. Voilà. Vous voyez tout le monde qui est là. Oui, salut.